Le parc national de Yosemite est connu pour sa beauté, mais il a également été le théâtre de tragiques décès. Derrière les paysages à couper le souffle se cachent des histoires réelles de danger. Nous allons examiner 5 des pires décès survenus dans l'histoire de Yosemite, des récits authentiques de personnes qui ont affronté les risques ultimes dans l'un des endroits les plus imprévisibles de la nature. Le 14 octobre 1999, Jan Davis, une parachutiste expérimentée de 60 ans, se tenait au sommet d'El Capitan, une falaise de granit de 3200 pieds. Avec 4 autres base jumpers, elle était là pour protester contre l'interdiction du base jumping par le National Park Service. Le base jumping, sauter de points fixes comme des bâtiments, des falaises ou des ponts avec un parachute, est connu pour ses risques élevés et nécessite un timing parfait pour déployer la voile. Yosemite l'avait interdit après plusieurs morts, avec 6 décès recensés depuis 1980. Leur objectif était de prouver que le base jumping pouvait être pratiqué en toute sécurité et de contester les règles strictes du parc. Le plan était simple. Chaque sauteur atterrirait dans une zone désignée, serait arrêté par les rangers et confisquerait son équipement, espérant ainsi attirer l'attention du public sur leur cause. Jan n'était pas une novice. Avec plus de 70 sauts en 16 ans de carrière, elle était une figure respectée dans la communauté du base jumping et la première femme à sauter des chutes Angel Falls, la plus haute cascade du monde. Elle collaborait souvent avec son mari, Tom Sanders, un photographe de cascade hollywoodien sur des projets de grande envergure. Mais cette protestation n'était pas un saut comme les autres pour Jeanne, c'était une déclaration. À 14 h, une foule d'environ 150 personnes s'était rassemblée dans la vallée de Yosemite pour assister à la démonstration. Parmi eux se trouvait Tom, prêt à filmer la descente de Jan. Les 3 premiers sauteurs accomplirent leur saut sans encombre, leur parachute s'ouvrant parfaitement tandis qu'ils glissaient vers le sol. La foule applaudissait et l'ambiance était festive. Puis vint le tour de Jan. Avant de sauter, Jean décida de laisser son parachute sur mesure derrière elle pour éviter qu'il ne soit confisqué par les rangers. À la place, elle emprunta un parachute plus ancien, surnommé sac poubelle dans la communauté. L'équipement emprunté avait une poignée d'ouverture située sur la jambe, contrairement à son parachute habituel où elle se trouvait dans le dos. Cette configuration était inconnue pour Jean et surtout, le parachute emprunté n'avait pas de voile de secours. Le saut de Jeanne commença sans problème. Les témoins décrivirent son départ de la falaise comme stable et contrôlé. Mais pendant sa descente, il devint évident que quelque chose n'allait pas. Son parachute ne s'ouvrit pas. Des cris de « Ouvre ton parachute !» retentirent dans la foule en contrebas, mais rien ne se passa. Pendant 20 secondes interminables, elle chuta jusqu'à heurter les rochers au pied de la falaise. La protestation joyeuse se transforma en une scène de choc et d'horreur. Tom, qui filmait depuis le bas, assista à la tragédie à travers son objectif. Il s'affaissa sur son équipement, dévasté. Le 5e sauteur, qui devait sauter ensuite, annula son saut et préféra redescendre à pied. Les rangers sécurisèrent rapidement la zone et la nouvelle de l'incident se répandit dans le monde entier, jetant une ombre sur le base jumping et ses défenseurs. La tragédie déclencha un débat intense au sein de la communauté du base jumping. Certains blâmèrent les politiques d'Elo du parc, arguant que l'interdiction du sport forçait les sauteurs à prendre des risques inutiles, comme utiliser du matériel de moindre qualité. D'autres critiquèrent les organisateurs de la protestation pour avoir permis à Jan de sauter avec un équipement qu'elle ne connaissait pas. Les sauteurs expérimentés soulignèrent une vérité difficile. Le base jumping est intrinsèquement dangereux et la responsabilité personnelle est primordiale. Emprunter du matériel violait une règle fondamentale du sport et cela coûta la vie à Jan. Les forums en ligne comme le Base Jumping Life Information Network and Communications furent inondés de discussions sur l'incident. Robert Simon, un ancien parachutiste de l'armée et pionnier du base jumping, insista sur le fait qu'emprunter des parachutes était une pratique à proscrire absolument. La mort de Jeanne laissa un profond impact sur sa famille et la communauté du base jumping. Elle fut rappelée comme une pionnière, une épouse dévouée et une aventurière à l'esprit indomptable. Son mari, Tom, se souvint plus tard du moment où il réalisa qu'elle était en danger, notant que son saut semblait propre, sans culbute, mais qu'à l'approche des arbres, il devint clair qu'il était trop tard pour la sauver. Il décrivit la perte profonde de sa meilleure amie. La protestation, censée démontrer le talent et la sécurité du base jumping, se termina en un rappel déchirant des risques du sport. Pour beaucoup, Jan Davis reste un symbole de l'équilibre entre aventure et sécurité, et son histoire continue de résonner dans le monde du base jumping. Le 27 septembre 2017, Andrew et Lucy Foster, un couple de Cardiff au pays de Galles, célébraient leur premier anniversaire de mariage dans le parc national de Yosemite. Ils étaient des grimpeurs expérimentés, passionnés d'aventure et de plein air.
Ce voyage faisait partie d'un séjour de 3 semaines qu'ils attendaient depuis des mois. Mais ce qui avait commencé comme un rêve de vacances se transforma en une tragédie inimaginable lorsqu'un éboulement sur El Capitan changea leur vie à jamais. Andrew, 32 ans, et Lucy, 28 ans, se décrivaient comme des guerriers du week-end et passaient régulièrement leur temps libre à grimper et à skier. Leur blog, The Adventures and Thoughts of Andrew and Lucy Foster, mettait en avant leur amour pour la nature et les activités de plein air dans le but d'inspirer les autres à explorer. Les amis décrivaient Andrew comme joyeux, gentil et intrépide. Il travaillait pour l'entreprise d'équipement de plein air Patagonia et Lucy partageait son enthousiasme pour les montagnes. Ils s'étaient préparés pour leur voyage à Yosemite en gravissant des voies difficiles en Cornouailles et à Pembrokeshire. Leur aventure commença le 11 septembre 2017 et pendant des semaines, ils partagèrent des photos capturant la beauté de Yosemite et la joie qu'ils trouvaient à l'explorer. Le 27 septembre, ils se trouvaient au pied d'El Capitan, l'une des formations rocheuses les plus célèbres au monde. Le couple repérait la voie de l'East Buttress, prévoyant de l'escalader le lendemain. Vers 13h55, le désastre frappa. Une énorme plaque de granit, mesurant 130 pieds de haut, sur 65 pieds de large et pesant environ 1300 tonnes, se détacha de la face d'El Capitan. Le rocher tomba d'environ 650 pieds, produisant un bruit que les témoins comparèrent à 1000 trains de marchandises déraillant. Andrew et Lucy se trouvaient directement sur la trajectoire de la chute. En une fraction de seconde, Andrew protégea Lucy de son propre corps. Lorsque la poussière retomba, Andrew fut retrouvé enseveli sous les débris, ayant perdu la vie instantanément. Lucy, bien que grièvement blessée, survécut grâce à l'acte héroïque d'Andrew. Elle souffrait de graves blessures, dont une fracture du crâne, et fut transportée par hélicoptère vers un hôpital proche. Lucy confia plus tard à une amie qu'Andrew lui avait sauvé la vie et qu'il avait agi sans hésitation. Sa survie eut cependant un coût, la perte de son mari, la laissant dans un chagrin immense. La nouvelle de la mort d'Andrew dévasta sa famille, ses amis et la communauté de l'escalade. Les hommages affluèrent du monde entier, célébrant son courage et sa passion pour le plein air. Patagonia le décrivit comme une personne inspirante qui apportait de l'enthousiasme à tout ce qu'il faisait. L'éboulement qui coûta la vie à Andrew fut l'un des 7 qui se produisirent sur la face sud-est d'El Capitan en l'espace de 4 heures. Au total, 1300 tonnes de roches tombèrent ce jour-là, selon les responsables du parc. Les éboulements ne sont pas rares à Yosemite, où environ 80 incidents de ce type se produiseront chaque année. Cependant, les décès sont rares. La mort d'Andrew fut le premier décès lié à un éboulement à Yosemite depuis 1999. Les témoins décrivirent l'événement comme terrifiant. Ryan Sheridan, un grimpeur qui captura l'effondrement sur caméra, déclara que la scène était irréelle et exprima son soulagement que davantage de personnes n'aient pas été blessées. Un autre grimpeur, Peter Zabrock, assista à l'incident depuis le haut. Il décrivit le bruit comme une explosion tonitruante et nota qu'il avait escaladé la section de roche qui s'était effondrée quelques heures auparavant. Le dernier acte d'Andrew, protégeant Lucy, montra son amour profond et son engagement envers elle. Son courage assura sa survie, bien que cela la laissât avec le lourd fardeau de la perte. Le rétablissement de Lucy fut long et difficile, tant physiquement qu'émotionnellement. Son père, Brian Rouse, se rendit en Californie pour la soutenir dans son processus de guérison. La communauté de l'escalade se mobilisa autour de Lucy, offrant ses condoléances et son soutien. Yosemite, qui avait été un lieu de joie et d'aventure pour le couple, devint le site d'une tragédie inattendue. Bien que la vie d'Andrew ait été écourtée trop tôt, son acte désintéressé et son amour pour sa femme laissèrent une empreinte durable sur tous ceux qui le connaissaient. Le 13 juillet 2024, Grace Roloff, une étudiante de 20 ans, se tenait au sommet du Half Dome avec son père, Jonathan. Pour Grace, c'était un rêve devenu réalité. La formation granitique emblématique, culminant à près de 5000 pieds au-dessus de la vallée de Yosemite, avait longtemps été un objectif. Le duo père-fille, qui avait parcouru des kilomètres ensemble, partageait ce moment inoubliable. Alors qu'ils admiraient la vue à couper le souffle, le visage de Grace rayonnait de bonheur alors qu'elle exprimait son amour pour son père. Des moments comme ceux-ci donnaient un sens profond à leurs aventures en plein air. Cependant, la célébration se transforma bientôt en tragédie. Ils commencèrent leur descente le long des câbles du Half Dome, une section difficile où les randonneurs s'accrochent à des câbles métalliques pour naviguer sur une pente raide et glissante. La journée avait commencé avec un ciel dégagé, mais soudain un coup de tonnerre retentit, brisant le calme. Jonathan reconnut le danger et dit à Grace qu'il devait descendre immédiatement. Ils se dépêchèrent, mais furent bientôt coincés derrière des randonneurs plus lents. Jonathan, toujours prévenant, décida de ne pas les dépasser.
Alors que la pluie commençait à tomber, le granit devint dangereusement glissant. Grace, qui portait de nouvelles chaussures de randonnée, remarqua le problème et s'inquiéta alors qu'elle luttait pour maintenir son équilibre. Jonathan l'encouragea à rester concentré et à avancer prudemment. Cependant, la tempête s'intensifia, trempant les câbles et transformant la surface en un véritable piège. Aux 3/4 de la descente, l'impensable se produisit. Les chaussures de Grace perdirent leur adhérence et elle glissa. Jonathan se souvint plus tard que Grace avait simplement glissé à côté de lui, dévalant la montagne. Cela s'était produit si vite qu'il n'avait pas pu l'arrêter. Grace chuta d'environ 200 pieds, atterrissant en dehors de la zone des câbles. Jonathan se précipita en bas des câbles, appelant désespérément, mais il n'y eut aucune réponse. Il lui répéta qu'il était là, qu'il ne la quitterait pas, et lui exprima son amour, mais ne reçut aucune réponse. Jonathan appela le 911 et pria pour un miracle. D'autres randonneurs se joignirent à lui dans la prière, témoins de son chagrin. Une randonneuse, Erin McGlynn, décrivit cela comme l'un des moments les plus émouvants et courageux qu'elle ait jamais vus. Après 3 longues heures, les secouristes atteignirent Grace. Malheureusement, ils confirmèrent qu'elle n'avait pas survécu. Un médecin légiste détermina plus tard qu'elle était probablement décédée instantanément d'une grave blessure à la tête. Bien que dévastée, Jonathan trouva un certain réconfort en sachant qu'elle n'avait pas souffert. Grace était bien plus qu'une randonneuse passionnée. C'était une jeune femme gentille et intrépide qui apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Étudiante à l'Université d'État de l'Arizona, elle se préparait à devenir enseignante tout en travaillant 2 jobs pour subvenir à ses besoins. Son père la décrivit comme quelqu'un qui faisait se sentir valorisé, même le membre le plus discret de son équipe de basket. Sa mère, Lastraya, se souvint d'elle comme d'une pure joie, tandis que sa cousine, Emily Samora, partagea comment elle avait illuminé de nombreuses vies et qu'elles avaient prévu un voyage de camping ensemble. La chute tragique de Grace est l'une des nombreuses survenues sur les câbles du Half Dome. Depuis 1948, au moins 15 personnes y ont perdu la vie, dont 6 depuis 2006 en raison de la pluie, rendant la surface dangereusement glissante. Yosemite exige désormais des permis pour limiter le nombre de randonneurs, mais les risques persistent. De nombreux randonneurs, impatients de terminer l'ascension, sous-estiment les dangers. Jonathan décrit désormais cette ascension comme inutilement risquée et prévoit de travailler avec les responsables du parc pour améliorer la sécurité. Il suggéra d'ajouter un 2e ensemble de câbles plus près du sol et des planches en bois pour un meilleur appui. Bien qu'il reconnaisse que ces changements ne ramèneraient pas Grace, il est convaincu que rendre l'ascension plus sûre aurait été quelque chose qu'elle aurait souhaité. L'histoire de Grace soulève des questions sur les circonstances de ce jour. Aurait-il pu éviter la tempête? Et si Grace n'avait pas porté de nouvelles chaussures, une meilleure adhérence aurait-elle pu la sauver? Et si des mesures de sécurité supplémentaires avaient déjà été en place? Ces questions n'auront peut-être jamais de réponse claire, mais elles soulignent l'importance d'améliorer la sécurité dans des zones à haut risque comme le Half Dome. C'était une journée ensoleillée et chaude, le 4 septembre 2018. Parmi les nombreux visiteurs explorant le parc national de Yosemite se trouvait Tomer Frankfurter, un touriste de 18 ans originaire de Jérusalem, en Israël. Tomer était en voyage de 2 mois à travers les États-Unis, un périple célébratoire avant de commencer son service militaire obligatoire en Israël. Tomer était impatient de voir le monde et de profiter au maximum de ce voyage spécial. Pendant son séjour aux États-Unis, Tomer logeait chez un ami de la famille à Fresno, en Californie. Ce jour-là, lui et son ami visitèrent Yosemite, célèbre pour ses vues, à couper le souffle et ses sentiers escarpés. Tomer choisit de randonner sur le Mist Trail, un sentier difficile de 5,4 miles, connu pour ses falaises et ses vues imprenables sur les chutes Nevada qui s'élèvent à 594 pieds. Alors que Tomer avançait sur le sentier, il rejoignit un groupe de randonneurs de différents pays, dont Israël et l'Allemagne. Le groupe s'arrêta près des chutes Nevada pour se reposer et déjeuner, profitant de la beauté de l'eau qui cascadait. Avant de repartir, Tomer eut une idée pour une photo mémorable, une qui se démarquerait parmi les nombreuses images partagées en ligne. Il s'était inspiré des photos virales de Telegraph Rock au Brésil, où une illusion d'optique donne l'impression que les gens se balancent à des milliers de pieds au-dessus du sol. La chute réelle ici était vertigineuse, 820 pieds. Tomer tendit son téléphone à une femme du groupe et posa son sac à dos. Malgré les avertissements des autres randonneurs, il enjamba le bord de la falaise et se suspendit au-dessus du vide en s'accrochant uniquement avec ses bras. Il sourit et prit la pose pendant que la femme prenait plusieurs photos. Au début, tout semblait aller bien, mais la prise de Tomer commença à faiblir. Réalisant qu'il était en danger, le groupe réagit rapidement.
Plusieurs randonneurs se précipitèrent pour le tirer vers le haut, attrapant ses bras et ses poignets. Cependant, la chaleur estivale intense avait rendu sa peau glissante de sueur et ses forces diminuaient. Malgré leurs efforts, ils ne parvinrent pas à le retenir solidement. Les témoins décrivirent les moments tendus et terrifiants où Tomer luttait pour rester accroché. Certains détournèrent le regard, incapables de regarder, tandis que d'autres criaient à l'aide. 3 randonneurs s'allongèrent à plat ventre sur la roche, s'efforçant de le tirer vers le haut, mais, centimètre par centimètre, Tomer glissa de leurs mains. Dans un moment tragique, il tomba. Tomer dégringola de 820 pieds, atterrissant sur le terrain rocheux près de la rivière Merced en contrebas. L'impact fut fatal. Les témoins étaient dévastés, beaucoup éclatant en larmes en réalisant ce qui venait de se produire. Les Rangers de Yosemite enquêtèrent sur l'incident. Le ranger Jesse McGahey le décrivit comme un accident tragique, expliquant que Tomer avait gardé le contrôle jusqu'au moment où sa prise lâcha. L'histoire de Tomer s'inscrit dans une tendance croissante liée au comportement risqué pour prendre des photos. Une étude du Journal of Family Medicine and Primary Care rapporta qu'entre 2011 et 2017, au moins 259 personnes dans le monde avaient perdu la vie dans des accidents liés à la prise de photos. La plupart des victimes étaient de jeunes, avec un âge moyen de 23 ans, et la majorité étaient des hommes. Les causes les plus fréquentes étaient les chutes, les noyades et les accidents liés au transport. Michael Giglieri, co-auteur de Off the Wall, Death in Yosemite, expliqua que les réseaux sociaux avaient alimenté un désir de capturer des moments dramatiques et audacieux. Autrefois, les gens cherchaient des expériences pour leur épanouissement personnel, mais désormais, il s'agissait davantage de prouver ces expériences. Ce changement conduisait souvent à sous-estimer les risques, avec des résultats tragiques comme celui de Tomer. La mort de Tomer affecta profondément sa famille et ses amis en Israël. Jeune homme brillant et ambitieux, il avait obtenu son diplôme de lycée en avance et étudiait à l'université hébraïque. Ses parents étaient dévastés par la perte de leur fils. Les responsables de Yosemite revirent leur protocole de sécurité après l'incident. Bien que des panneaux avertissant les visiteurs de rester à l'écart des falaises soient installés, beaucoup les ignorent. Les experts notent que même avec des barrières, les personnes déterminées peuvent encore prendre des risques. Un mois seulement après l'accident de Tomer, une autre tragédie survint à Taft Point, à Yosemite. Un couple Vishnu Viswanath et Meenakshi Murthy tomba en tentant de prendre des photos. Leur trépied fut retrouvé près du bord de la falaise. L'histoire de Tomer met en lumière les dangers de privilégier des photos risquées au détriment de la sécurité personnelle. Les parcs nationaux et autres destinations explorent désormais des moyens d'éduquer les visiteurs sur les risques liés à de tels comportements. Des panneaux d'avertissement aux campagnes de sensibilisation, l'objectif est d'aider les gens à privilégier leur sécurité plutôt que de capturer le cliché parfait. Le 8 octobre 2024, Harry Partington, un voyageur de 22 ans originaire de Perth, en Australie, randonnait sur le sentier difficile des 4 Mile Trail. Connu pour son ascension abrupte et ses vues incroyables, ce sentier est un favori des randonneurs expérimentés. Harry, passionné de plein air, partageait souvent ses aventures sur les réseaux sociaux, tenant ses amis et sa famille informés avec des photos des magnifiques endroits qu'il visitait. Ce jour-là, Harry prévoyait d'atteindre Glacier Point, un lieu célèbre pour ses vues panoramiques sur les monuments de Yosemite comme El Capitan et Half Dome. Malheureusement, son voyage se termina d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Le 4 Mile Trail est une randonnée éprouvante de 9,6 miles aller-retour avec une ascension de plus de 3000 pieds. Bien qu'il offre des paysages à couper le souffle, il est également risqué, surtout par mauvais temps. Ce jour-là, Yosemite connaissait des vents violents et des averses sporadiques, rendant les conditions encore plus dangereuses. Harry avait parcouru les 2/3 du chemin près d'Union Point, à une altitude d'environ 6300 pieds, lorsque la tragédie frappa. Vers 14h30, de fortes rafales de vent provoquèrent la chute d'un grand arbre directement sur le sentier. Harry, pris dans sa trajectoire, fut frappé. Le bruit de l'arbre qui tombait fut décrit par les randonneurs à proximité comme assourdissant. Une femme allemande randonnant séparément fut également touchée et subit de graves blessures, nécessitant un transport immédiat par hélicoptère vers un hôpital. Les autorités du parc furent rapidement informées et le personnel d'urgence, y compris des ambulanciers, des pompiers et des équipes de recherche et de sauvetage, intervint rapidement. Des hélicoptères furent déployés dans la zone pour aider. Malgré leurs efforts, Harry ne survécut pas à l'incident. L'accident affecta profondément la communauté des randonneurs. Le 4 Mile Trail, établi en 1872, est un itinéraire populaire mais exigeant pour beaucoup. Il est généralement fermé pendant les mois d'hiver en raison des conditions dangereuses.
Bien que le sentier fût encore officiellement ouvert le 8 octobre, les vents forts et la pluie le rendaient périlleux. Suite à l'incident, les responsables du parc fermèrent le sentier et plus de 30 secouristes dégagèrent la zone tout en redirigeant les randonneurs vers des itinéraires plus sûrs. Les témoins se souvinrent du chaos de cette journée. Kelly Kennedy Bentley, qui attendait au départ du sentier sa famille, partagea son sentiment d'impuissance en voyant les équipes de secours se précipiter vers le haut. Ce fut une expérience terrifiante pour elle jusqu'à ce que son mari lui envoie un message pour la rassurer. La mort de Harry fut une perte dévastatrice pour ses proches. À Perth, son ami proche, Victor Marquet, lui rendit hommage sur les réseaux sociaux, évoquant comment l'amour de Harry pour les voyages l'avait mené plus loin que quiconque, mais que ses souvenirs resteraient à jamais avec eux. Il exprima son chagrin, souhaitant que Harry repose en paix. Le parc national de Yosemite, bien que magnifique, est connu pour ses dangers. Entre 2007 et 2023, plus de 160 décès furent enregistrés dans le parc, les chutes étant la cause la plus fréquente. La combinaison d'un terrain accidenté, de sentiers escarpés et d'une météo imprévisible crée un environnement difficile même pour les randonneurs aguerris. Le 4 Mile Trail en particulier est classé comme éprouvant, nécessitant une navigation prudente, surtout par vent fort ou sous la pluie. L'arbre qui tomba sur Harry était probablement un pin lodgepole, un pin ponderosa ou un sapin, des arbres communs à Yosemite. Bien que généralement robustes, ces arbres peuvent devenir vulnérables en raison de facteurs comme la météo ou l'âge, les rendant susceptibles de tomber pendant les tempêtes. L'esprit aventureux et l'amour de la nature de Harry laissèrent une empreinte sur ceux qui le connaissaient. Il n'était pas seulement un randonneur passionné, mais aussi un arbitre primé de football australien. Son dévouement et son enthousiasme étaient admirés par beaucoup. Ses amis se souvinrent de lui comme de quelqu'un qui inspirait les autres par son sens de l'aventure et son appréciation de la beauté du monde naturel. Bien que sa disparition soit un rappel déchirant de l'imprévisibilité de la nature, le souvenir de Harry perdure à travers les histoires et les photos qu'il partagea. Un ami réfléchit à l'injustice de la vie, avec Harry emporté trop tôt mais jamais oublié.